C'était quoi ce match? Salut tout le monde, on se retrouve pour l'analyse de ce Aston Villa PSG qui était complètement dingue. C'est fou comme cette Ligue des Champions peut nous offrir des moments incroyables sur des matchs sur lesquels on met pas énormément d'attentes. On était beaucoup, moi compris, à voir ce PSG là se qualifier plutôt tranquillement, sans trop souffrir contre cet Aston Villa qui a des gros points forts mais aussi de gros points faibles. Au final, il y a eu un match anthologique, irrespirable. J'imagine même pas ce qu'ont vécu les supporters parisiens. Parce que là, franchement, les émotions que j'ai eues moi en tant que neutre, je pense que si c'est mon équipe, je suis pas loin de l'infarctus là. Ah là là, ce pétage de câble quoi, le passage de 2-0 à 3-2. Non, franchement, force à vous les supporters parisiens, là, ça doit pas être... c'est pas facile de supporter cette équipe. Waouh, ils sont durs à supporter. Oh là là là. Bon, enfin bref, on va revenir sur tout ça. Match de malade, les émotions vont sûrement l'emporter sur l'analyse tactique, mais on va quand même essayer d'apporter des éléments intéressants. Allez, on perd pas plus de temps. C'est parti. Déjà au niveau compo et plan de jeu. Côté Aston Villa, il y a une chose à laquelle on s'attendait et qui arrive, c'est le retour d'Onana dans le 11 titulaire. Par contre, on anticipait un milieu de terrain Onana Tielemans et on pensait que Ramsey allait peut-être rester titulaire. Au final, Unai Emery adopte une approche plus prudente. Il remet Onana dans le 11, mais il conserve McGinn et il conserve Camara et il bascule Tielemans un peu côté droit comme ça. Même si on l'a aussi vu beaucoup dans l'axe durant ce match. Donc voilà, une compo un peu plus offensive mais qui reste solide, qui veut pas non plus trop se livrer. Plutôt un bon call de la part de Unai Emery. Côté PSG, c'est du classique et le changement duquel on avait parlé durant l'émission dimanche se produit. On avait dit que face à une équipe qui allait jouer plus haut et qui allait laisser de grands espaces, c'était très probable que Luis Enrique titularise plutôt Barcola plutôt que Désiré Doué. C'est ce qu'il a fait et on va voir aussi que dans le match, il y a pas mal de situations qui ont donné raison à ce choix de départ. Le reste, c'est du classique, retour de Marquinhos, on va un peu moins suer, il n'y a plus Beraldo, a priori. Côté organisation, plan de jeu de départ du PSG, on retrouve des choses qu'on connaît déjà. Dans les premières minutes où il y a un gros pressing d'Aston Villa, les sorties de balles sont un peu plus prudentes puisque d'habitude les Parisiens relancent à 3. Là ici on a cette ligne de 3 et puis Joao Neves et Vitinha qui proposent ici pour sortir du pressing. C'est solide. Un peu plus tard quand Aston Villa relâche un petit peu l'étreinte, Paris reprend son plan de relance habituel avec Vitinha qui s'insère entre Pacho et Marquinhos et avec du coup Nuno Mendes qui peut un peu prendre plus l'aile gauche et Hakimi qui joue beaucoup plus haut. Petite chose quand même qui me tape dans l'œil tout de suite dans le match, ça, on est au bout de 4 minutes et je trouve quand même que l'espace laissé par les Parisiens entre leur ligne défensive et leur ligne de milieu de terrain, il est inhabituellement grand. Cette interligne là d'habitude il est beaucoup mieux protégé par les Parisiens. Et là directement on voit qu'ils sont un petit peu mal rentrés dans le match, ils subissent un peu les assauts et ils se positionnent pas hyper bien. Voilà, là ça va donner une petite situation déjà pour Aston Villa qui peut pénétrer dans l'interligne un peu trop facilement à mon goût. Bon, on voit aussi que le choix Barcola tout de suite, on a des signaux positifs, on voit des longues chevauchées comme ça de Barcola dans l'espace libre. Et on se dit tout de suite, ouais, clairement ça semble être le bon choix. On rentre ensuite dans une phase du match où Paris est juste clinique et où on se dit que Paris est l'équipe dont on a parlé depuis des semaines en disant que c'est du top 3, top 2, peut-être top 1 européen. On voit ce Paris froid. Clinique d'abord dans sa propre surface avec Marquinhos qui est au début du match très solide et qui sort de très bonnes interventions sur Rashford. Une première ici, une deuxième là. Cette deuxième intervention, elle va d'ailleurs conduire à l'ouverture du score des Parisiens, puisque le ballon est récupéré par Ruiz qui oriente sur Nuno Mendes. Nuno Mendes lâche un délice de passe en profondeur pour Barcola.
qui va aller manger l'espace, puis faire un centre, un petit peu à la façon du centre qui avait lieu contre Liverpool. Ces centres qui sont dans la pire zone, entre le défenseur et le gardien, on ne sait pas trop qui doit intervenir. Ça avait piégé Konaté contre Liverpool, là ça va piéger Martinez qui va repousser directement dans les pieds d'Hakimi. Hakimi qui froidement réussit à conclure. Encore la petite patte droite de Martinez qui touche le ballon, alors c'était avec la gauche qu'il avait stoppé le tir de Colomouani, cette fois c'est la droite, mais cette fois la déviation n'est pas suffisante, ça finit en lucarne, et ça fait 1-0 pour Paris, qui avait quand même subi pas mal de pression dans les premières minutes du match, avec un Aston Villa beaucoup plus haut, très agressif, et qui tout de suite refroidit les Villans, et on se dit, ouais, ben voilà, ça c'est le Paris 2025. Hakimi qui célèbre. Petite chose intéressante sur ce but, c'est l'attitude de Konsa, qui en fait commet une erreur. Il voit très clairement qu'il y a beaucoup trop d'espace disponible ici pour Barcola et il l'indique. Il indique à, je sais pas qui est ici, mais il indique à ce joueur d'essayer d'aller récupérer cet espace. Mais le problème c'est que ce joueur il est trop en retard et que Konsa il doit aller couvrir, il doit aller venir sur Barcola. Il n'a pas la nécessité de rester sur Dembélé ici qui est tout seul et qui peut déjà être géré par le deuxième défenseur central, Paul Lopez. Et donc il doit décaler. Il va pas le faire un peu plus tard, il continue d'indiquer, mais là ça va être déjà trop tard, il va pas pouvoir intervenir. Alors Paris clinique, mais Paris qui quand même prend quelques risques dans sa surface, notamment sur cette passe de Marquinhos, une passe qui passe mauvaise passe, on peut le dire franchement, là à cet endroit-là avec un joueur dans le dos, un joueur proche ici, il n'y a pas de raison de tenter une passe aussi dangereuse, mais cette passe dangereuse, cette demi-erreur va conduire en fait au deuxième but parisien. Là ici il y a interception mais Marquinhos se reprend et ressort le ballon sur Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui remet au deuxième homme ici Joao Neves. Joao Neves qui va faire une super passe dans l'espace pour Hakimi. Hakimi se projette, décale Dembélé. Dembélé temporise, fixe et donne une passe parfaite pour Nuno Mendes qui fait un enchaînement de classe mondiale. Contrôle pied gauche qui se lève légèrement la balle, frappe ras du poteau, enfin poteau rentrant même. Magnifique conclusion. Et là, quand on voit ça, on se dit ah ouais, non mais vraiment ok, ce PSG, il peut strictement rien leur arriver. Même quand ils se mettent en difficulté, ils sont sur le point de perdre un ballon dans leur propre surface de réparation, ça se transforme en contre-attaque létale. Non, franchement, ce PSG là, c'est juste trop. Ils sont intouchables. À ce moment-là du match, moi c'est le sentiment que j'ai. Je me dis ok, bon bah là non, cette équipe elle est intouchable. Ça fait 5-1 sur l'ensemble des deux matchs. A priori, c'est plié. Et puis là, le match commence à basculer dans le surréaliste. On passe sur du Villa Prime et sur Paris qui continue son délire totalement maso. On voit des choses comme ça à la 29e minute, là, cette transversale tentée complètement ratée qui va atterrir dans les pieds de l'attaquant ici. On se dit, oula, mais pourquoi Paris se met en difficulté comme ça pour sortir? Donc là, ouais, ça va atterrir ici, c'est un premier signe qui fait un peu peur. Un peu plus tard, il y a cette paire de balles de Kvaratskhelia. Et puis là, ça va être l'action de la réduction du score. Magnifique action. Échange de passes entre Onana et McGinn. 1, 2, 3. Onana qui lance Tielemans. Tielemans qui s'infiltre, qui fait une longue course. Arrivé en bout de course, magnifique talonnade de Tielemans dans la course. Ici, de Rashford. Rashford qui décale McGinn. McGinn qui met à Tielemans. Pacho embarqué par la course de Rashford. Magnifique action d'Aston Villa. Frappe de Tielemans. Bon, c'est dévié par Pacho, ça finit en lucarne. La finition un peu chanceuse, mais l'action était magnifique. Et on se dit que c'est mérité. Là, à ce moment-là, clairement, moi je me dis non, là, Paris jouait avec le feu. J'ai même trouvé limite une attitude un peu presque irrespectueuse des Parisiens vis-à-vis d'Aston Villa, où ils retombaient dans leur travers un peu des années Neymar, à un petit peu trop prendre de haut l'adversaire et tenter des choses vachement difficiles et vachement risquées, en mode non les gars on s'en fiche, on craint rien. Donc voilà, ils ont été un petit peu punis là par leur excès de confiance, et c'est mérité qu'Aston Villa revienne au score à ce moment-là. Tielemans qui célèbre et qui harangue la foule. Les Villans c'est des guerriers, vraiment c'est des guerriers. Pareil, 2 minutes après le but, encore une transversale complètement foireuse ici, qui va atterrir directement sur McGinn.
Ça, c'est des grosses occasions générées potentiellement, enfin des grosses situations qui sont générées pour l'adversaire gratuitement, et on n'a pas l'habitude de voir Paris faire ce genre de choses. Alors après, je me souviens qu'au match aller, les rares moments où Aston Villa avait pressé très haut, il y avait eu aussi des pertes de balles un petit peu bêtes des Parisiens, et là on revoit ça, mais en tout cas il n'y a aucun match sur l'année 2025 où on a vu autant de situations où Paris rate ses sorties de balles et donne des munitions à l'adversaire. Clairement, ils ont fait un de leurs plus mauvais matchs en termes de sortie de balles. Et on va pouvoir l'expliquer d'ailleurs un peu plus tard par un ajustement tactique que j'ai pas vraiment compris. On en reparle tout à l'heure. Ensuite ici, ah bah justement, je pensais que ça venait quelques screens après, mais non, c'est tout de suite. Début de deuxième mi-temps, donc Paris à la mi-temps mène toujours 2-1. Et début de seconde mi-temps, il y a cet ajustement que je comprends pas quoi. C'est Joao Neves qui se retrouve en fait à participer aux phases de relance, à redescendre plus bas, et Vitinha qui n'a plus à s'occuper de la relance, qui est tout le temps beaucoup plus haut, alors que c'est le mec qui résiste le mieux à la pression, le mec qui est le plus sûr dans ses passes de toute l'équipe. Et là, je comprends pas pourquoi Luis Enrique décide de le sortir de la phase de build-up quand Paris est encore bas sur le terrain. Et Vitinha, il va être systématiquement plus haut. Et c'est pour ça qu'en fait, il va quasiment disparaître en deuxième mi-temps. C'est un de ses pires matchs avec le PSG, Vitinha. Son influence a été totalement limitée. Et ça, j'ai vraiment pas compris ce changement à la mi-temps. Alors après, dans cette phase où Villa joue bien mieux, il y a un joueur qui va faire beaucoup de différence, c'est Paul Lopez, qui va trouver vraiment des passes progressives au top depuis sa moitié de terrain. Là, il y en a une première à la 51e minute vers Rodgers. Rodgers qui va mettre dans l'espace libre ici, il y a un petit cafouillage, ça finit sur Rashford qui va buter sur Donnarumma. Ça a failli faire 2-2 dès ce moment-là. 2 minutes plus tard, on a le second but avec encore une fois Martinez qui sort sur Paul Lopez. Paul Lopez qui trouve là beaucoup trop facilement McGinn entre deux joueurs. On comprend pas trop le positionnement des Parisiens. Paris a pas l'habitude de nous montrer ce genre de choses, de laisser les adversaires ressortir aussi facilement. Et là, on voit Hakimi qui commence à amorcer un déplacement, qui commence à partir pour couvrir ici le joueur qui est ici. Et ce choix-là va s'avérer peut-être ne pas être le bon, même si c'est compliqué. C'est vrai que son rôle de latéral, il a envie d'aller couvrir ici. Mais en faisant ça, il va ouvrir tout le chemin à McGinn. Et franchement, des occasions comme ça, en quart de finale de Ligue des Champions, c'est quand même rare. Hein, quand un mec touche le ballon à 35 mètres de son but et peut faire une course jusqu'à la surface de réparation adverse. Généralement, on voit jamais ça. Mais là, c'est ce qui va se produire. McGinn qui frappe, c'est encore dévié par Pacho. Pacho vraiment malchanceux ce soir. Ça finit en lucarne, ça fait 2-2. Et c'est pas immérité, honnêtement, c'est pas immérité. Voilà, donc le positionnement d'Hakimi au départ, il est là. Il décide de pas couvrir la course de McGinn, mais d'aller plutôt protéger côté le joueur qui la ligne de touche. Je pense que c'est pas forcément mal joué d'Hakimi, c'est plutôt bien joué de la part d'Aston Villa, ce joueur positionné bord de touche qui focalise l'attention d'Hakimi et qui ouvre la course pour McGinn. Mais tout le long de sa course, Hakimi il va jeter des coups d'œil à McGinn, se poser la question, est-ce que je reste côté, est-ce que je viens sur lui. Dernier moment, il va décider de faire une course côté, pour revenir sur McGinn. Il va se retrouver là au moment de la frappe, mais il est trop court, c'est trop tard, il n'a pas le temps de faire le bloc. C'est frappé par McGinn, et par Pacho, ça finit au fond. Pareil, on voit Paris, là on est quoi, 2 minutes encore après, Paris en difficulté sur des longs ballons. Là il y a cette superbe passe d'Onana qui provoque directement un 1 contre 1 entre Rashford et Pacho. T'as pas du tout envie de te retrouver dans cette situation-là. Rashford qui va déborder, déclencher une magnifique frappe qui partait pleine lucarne. Donnarumma, excellent, incroyable arrêt. Ici, va passer du coup au-dessus de la transversale. Magnifique arrêt de Donnarumma. Mais Paris qui continue de souffrir. Juste après, corner de Rashford, le ballon lui revient dessus. Il élimine Fabian Ruiz. Puis ensuite, il se débarrasse de Vitinha. Il va pouvoir frapper. Superbe appel de Konsa ici qui est vu par Rashford. Magnifique passe. Finition parfaite de Konsa. Franchement, ça c'est pas une finition de défenseur central. Hein. C'était une finition top attaquant la Konsa, ce qu'il a fait. Incroyable. Et là, là, ça y est. Là, à partir de ce moment-là, le match bascule dans la folie pure. C'est là, dans les gradins, c'est
dinguerie. Là, moi, je me suis dit, oh là là, mais t'es supporter d'Aston Villa, t'es dans le stade ce soir-là, mais tu vis la soirée de ta vie, là. Franchement, même à la fin, même au coup de sifflet final, ils sont éliminés. Je suis sûr, les supporters, ils se sont dit, waouh, on a passé une bête de soirée. Je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment de la déception. Peut-être qu'il y a la place pour 1 heure de déception, mais derrière, quand tu repenses à ça, tu te dis, non, là, on vient de vivre un match de malade. Une équipe qui fait son retour en Ligue des Champions et qui n'était pas depuis je sais pas combien d'années. Ouais, après coup, en tout cas à froid, c'est sûr, ils seront heureux. Donc la folie pure qui démarre à partir de là. Il y a ce premier moment avec ce centre de Rashford qui passe devant tout le monde et qui finit sur... je crois que c'est Vitinha qui rate son dégagement, ça finit sur la tête de Tielemans qui part en pleine lucarne, là encore, énorme parade de Donnarumma. Derrière, il y a encore Paul Lopez qui refait des siennes, qui met une passe qui transperce toute la défense parisienne, on sait même pas comment elle passe, mais finalement elle finit sur Asensio qui se retrouve en duel face à Donnarumma et qui là a l'occasion de pousser le club auquel il appartient en prolongation. On en discutait dans l'émission dimanche, on disait mais quand même c'est un peu spécial que Asensio ait le droit de jouer contre Paris. C'est vrai que ce serait vraiment ballot de se faire éliminer comme ça par un joueur qui t'appartient, mais c'est le jeu des transferts, et là ça a failli leur coûter très cher. Mais encore une fois, top parade de Donnarumma, super positionnement. Là on a ce centre de Rashford sur coup franc avec Konsa qui rate la balle alors qu'il est tout seul au 6 mètres. Ça aussi c'est une énorme situation qui va pas se retranscrire dans les XG, mais ça là, s'il la touche de la tête, s'il la dévie à peine, ça peut vraiment finir au fond. On commence vraiment à suer pour Paris là, c'est irrespirable, c'est insoutenable. Et derrière, c'est Paris qui va avoir l'occasion de tuer le match. Plein d'occasions franches. Là, d'abord, cette frappe de Dembélé. Super arrêt de Martinez qui ferme bien les jambes au dernier moment pour pas se la prendre entre les deux parce que la frappe ras de terre, pied gauche de Dembélé, elle était parfaite. Ensuite, il y a encore cette situation de Dembélé qui peut servir Doué, et même un peu plus tôt dans l'action, il pouvait servir Doué. Il fait le choix d'y aller tout seul. Il lâche une frappe Dembélesque 2024, on va dire. Donc, il finit dans les tribunes, très loin. Juste après, il y a encore cette occasion pour Doué qui va pousser un peu trop loin son ballon et finir par faire une frappe qui va être arrêtée assez facilement au final par Martinez à cause de la dernière touche de balle qui était pas bonne. Mais là, pareil, il aurait pu tuer le match. Et puis, le moment iconique limite du match, cette frappe, dernière seconde, là on est à 20 secondes du coup de sifflet final. Watkins qui fait une superbe reprise de volée du pied gauche comme ça. Il part, petit filet, et Pacho, regardez, Pacho il est pas au bon endroit au moment où la balle elle est frappée, mais son déplacement est dans le bon sens et il va se retrouver pile là où il faut. Et là on était à ça d'une prolongation quoi, on était à un Pacho bien placé d'une prolongation parce que là Donnarumma est complètement battu. Et finalement ça siffle la fin du match, le PSG se qualifie, 5-4 sur l'ensemble des deux matchs. Et là, on se dit, on repense au but de Nuno Mendes à la 93e et on se dit, voilà ce qui a fait la différence au final dans ce match. C'est le but de Nuno Mendes 93e contre le sauvetage sur la ligne de Pacho 93e au match retour. Incroyable ce match. La folie. Côté performance individuelle, on a Rashford qui a été au top. Alors sa première mi-temps, il s'est fait bien museler par Marquinhos qui l'a souvent arrêté. Mais en deuxième mi-temps, on a revu des moments de Rashford Prime. 4 dribbles réussis sur 9. 4 passes clés dans le match, c'est énorme au vu du peu de ballons qu'il a touché. Au niveau des duels, il gagne la moitié de ses duels. Face à Pacho Marquinhos, allait gagner la moitié de ses duels. C'est vraiment que t'as fait un bon match quand t'es un attaquant. Et puis clairement, il a été décisif, il a pesé sur la défense. Et on peut se poser la question de est-ce qu'il fallait vraiment le sortir à la 75e, parce qu'on sentait que là il était dans une de ses soirées, il était lancé, et il tirait tellement bien les coups de pied arrêtés, les corners en plus, que je sais pas, je suis pas certain que ça a été la meilleure solution de le faire sortir, même si c'est vrai qu'il avait tellement donné qu'il devait sûrement être un peu fatigué. Mais voilà, je sais que j'ai des amis supporters parisiens qui étaient bien contents de le voir quitter la pelouse à ce moment-là. Côté Paris, après Gvaradona, là ce soir c'était Gvarastrophique. Oh là là, quelle performance horrible de Kvaratskhelia. Plein de fois il a joué complètement à côté.
pas du tout collectif, il s'est lancé dans plein de tentatives de dribble qui avaient aucune chance d'aboutir. Là, regardez, il la remet derrière, il y a tout l'espace ici qui est ouvert pour les Parisiens. Il va tenter de passer Onana comme ça sur ce dribble, alors que n'importe quelle passe vers l'arrière, une petite talonnade, ou même sur le côté ici, ouvrait un espace immense pour le PSG, sachant que regardez sur cette capture, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs d'Aston Villa. Il en reste que 3 là, il en reste que 3. Là, il y a 2 Parisiens. Pareil, il fait ça, il perd la balle bêtement. Évidemment, en plus de ça, il est responsable sur la réduction du score d'Aston Villa, c'est lui qui perd le ballon. Là encore, on comprend pas, il a une solution claire de passe ici, même ici c'est possible. Il va tenter de passer entre les deux joueurs, alors que derrière, il n'y a que dalle, il va faire n'importe quoi avec le ballon, il va tomber tout seul, la perdre, et derrière, ça fait 2-1 à cause de cette perte de balle. Un peu plus tard, là pareil, il va fixer ici, maintenant c'est le bon moment pour décaler Hakimi là, non. Il va continuer sa course intérieure, essayer de dribbler 2 joueurs, Onana qui va le stopper encore une fois très facilement à l'épaule. Bref, ouais, donc Vara, clairement, autant au match aller, il était au top. Là, il était complètement à côté de ses pompes. Il est passé complètement à côté. Un seul dribble réussi sur 4, 10 pertes de balles, 0 interception, 0 tacle, aucune activité défensive. La seule bonne action qu'il a faite, c'est sa remise en une touche pour Joao Neves sur l'ouverture du score des Parisiens. Deuxième but. Sur un des 2 buts. Mémoire là. Mais sinon, non, franchement, un match à oublier de son côté. Et ouais, je suis pas très convaincu du coaching de Luis Enrique de l'avoir laissé les 90 minutes. Un peu spécial vu le match qu'il a fait. Et puis, on termine avec Donnarumma qui est dans son multivers. Pourquoi le multivers? Parce qu'en fait, ce match, c'était exactement l'inverse de ce qu'on a pu voir sur quasiment toute la Ligue des Champions. Match retour à Liverpool exclu. C'est-à-dire que là, toute l'équipe a été en dedans. Vitinha, c'est un de ses pires matchs. Vara a été horrible. Marquinhos a fait pas mal d'erreurs. Alors, il a été bon au début, mais après, il a fait beaucoup d'erreurs. Pacho aussi s'est mal positionné. On a vu la ligne défensive du PSG pas du tout à l'aise. L'espace entre les défenseurs et le milieu de terrain beaucoup trop grand. C'était beaucoup trop facile de progresser pour Aston Villa. Bref, un mauvais match des Parisiens. Et compensé cette fois par un match extraordinaire de Donnarumma. Qui, quand les autres ne répondent pas, répond à leur place. Et ça change tout. Ça change tout quand t'as un gardien qui sort une prestation comme ça. Donnarumma, il fait 5 arrêts dans la surface. Il évite aux Parisiens 0,55 buts. C'est assez énorme en termes de XG. En termes de post-shot expected goal, c'est-à-dire quand on prend la qualité des frappes, il a sorti 2 frappes qui avaient plus de 50% de chances de rentrer. C'est des arrêts vraiment conséquents, énormes. À titre de comparaison, par exemple, le but qu'il prend contre Liverpool, la frappe d'Harvey Elliott, c'est une frappe à 20% de chance de rentrer et il l'encaisse. Là, il en sort 2 à plus de 50% de chance de rentrer. C'est énorme. Donc voilà, Gigio qui a vraiment répondu présent et qui est un des grands acteurs de cette qualification. Beaucoup plus difficile qu'on ne pouvait l'imaginer. Même si voilà, hein, moi je disais c'est du 75-25 pour Paris. Au final, c'est Paris qui passe. Mais on était vraiment à ça que ça bascule dans du n'importe quoi et que les vieux démons parisiens ressurgissent. Le PSG est donc en demi-finale de Ligue des Champions. Ce qui valide une saison qui, à partir de maintenant, sera forcément considérée comme réussie. Le PSG encore invaincu en Ligue 1, qui va être champion, qui est champion de Ligue 1, qui peut finir la saison invincible, qui atteint les demi-finales de Ligue des Champions en sortant en 8e de finale l'équipe qui était considérée comme la meilleure d'Europe, Liverpool, qui confirme au niveau du résultat final contre une équipe jugée plus faible. Mais par contre, ce qui va changer après ce match, c'est vraiment forcément la perception qu'on a de ce PSG et de sa capacité à aller au bout. Parce que là, ils ont quand même montré des failles inquiétantes. Alors, on a vu dans l'autre match que le Barça aussi a mangé une petite correction contre Dortmund en perdant 3-1. Et que donc les équipes qui ont pris de l'avance au match aller peuvent potentiellement se relâcher, qu'il ne faut pas forcément non plus trop considérer ces matchs-là. Mais on avait dit que Paris était capable de gérer, de savoir souffrir, de tenir en bloc bas. Et là, on a quand même vu beaucoup d'espace. C'est un match qui aurait facilement pu se terminer à 5 buts partout, ou à 6-5 pour Aston Villa. Et Paris n'avait jamais montré autant de failles précédemment.
Donc ça incite à revoir un petit peu notre jugement vis-à-vis de cette équipe. Et peut-être qu'en fait, le gagnant mental de tout ce qui est de tout ce qui s'est passé ce soir, s'ils finissent par éliminer le Real demain, ben ça va peut-être être Arsenal. On va surveiller attentivement leurs prestations parce qu'ils sont donnés favoris numéro 1 pour la victoire finale par les bookmakers, devant le PSG, devant le Barça. Et le match de demain pourrait potentiellement asseoir cette idée-là d'un Arsenal peut-être qu'on a peut-être trop longtemps sous-estimé et qui fera peut-être partie des favoris. On s'arrête là. Merci à toutes et tous pour le soutien en continu, pour les vues, les partages, etc. On se retrouve dimanche pour l'émission, comme d'habitude, 20h30 sur YouTube. Et sinon, pour une prochaine analyse, la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, petite vidéo, nouveau format un peu spécial. Je suis en train de préparer tout ça. Je spoil pas, vous aurez la surprise. Ciao tout le monde et bonne chance et bon courage aux Parisiens pour retrouver le sommeil. Parce que là, je pense qu'il va leur falloir une sacrée descente d'adrénaline après ça. Ciao.